Salut les futurs entrepreneurs. Aujourd'hui, je réponds à une question en commentaire YouTube. Question que je me pose à titre personnel. Peut-on entreprendre dans un secteur dans lequel nous ne serions pas experts, mais où on aurait un concept, une idée à vouloir concrétiser? Doit-on forcément maîtriser soi-même une forme d'expertise, ou bien peut-on s'appuyer sur l'expertise d'autres avec qui on sera en collaboration pour la concrétiser? Comment cadrer concrètement cette collaboration? On apporterait l'idée, le boost pour essayer de la concrétiser, autrui apporterait la technique. Après, il y a une deuxième partie, mais on verra si j'ai le temps de la traiter. La question est intéressante. Est-ce qu'il faut forcément avoir une expertise pour entreprendre? Il faut avoir des compétences, ça c'est sûr. Il faut avoir des compétences, il ne faut pas forcément avoir une expertise dans le métier dans lequel tu es. Après, la question est un peu large, donc je vais donner des réponses un peu larges, un peu basiques. Si vous voulez plus de précision, n'hésitez pas à me poser des questions plus précises. Donc, non, on n'est pas obligé d'être expert dans un domaine. Et même, ça apporte quelque chose de ne pas être expert dans un domaine. Je vais vous expliquer. En biologie, il y a quelque chose qu'on appelle l'effet tunnel dans le fonctionnement cognitif de l'être humain. L'effet tunnel, c'est ce moment où tu fais quelque chose sans prendre de recul sur ce que tu fais. Et on est tous sujets à ça. On est tous sujets à ça. Il faut être discipliné pour échapper à l'effet tunnel. Je vais vous donner un exemple idiot. Vous êtes dans le bâtiment, vous construisez un mur, vous avez posé vos premiers parpaings, et puis vous allez poser les autres. Et vous allez enchaîner, vous n'allez pas forcément vous arrêter, prendre du recul, regarder si ce que vous faites est bien, etc. Et donc, si dès le début vous êtes un peu planté, et au lieu de faire le mur de séparation entre deux terrains au bon endroit, vous avez mal mesuré, vous avez décalé d'1 mètre, voilà, vous faites le mur chez le voisin. Quand vous êtes en train de poser vos parpaings, de faire votre maçonnerie, de faire votre crépi, etc., vous n'allez pas forcément vous rendre compte que vous êtes à côté de la plaque. C'est souvent une fois qu'on a fini une tâche ou un ensemble de tâches continues qu'on va se rendre compte qu'il y a un problème. Et c'est ça l'effet tunnel, c'est qu'on a des œillères, on est focalisé sur quelque chose et on oublie de prendre du recul, de se poser des questions, etc. Donc, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire qu'au quotidien, les gens, ils ne font pas attention à la manière dont ils travaillent, par exemple. Et moi, j'ai une partie de mon activité, je suis un peu dans les deux postures en fonction des situations. Quand j'interviens comme consultant, parfois j'interviens une demi-journée sur une mission pour donner mon avis sur une organisation, sur l'architecture d'un projet. Dans ce contexte-là, je peux faire des préconisations. Ou en tout cas, poser des questions, pourquoi vous faites comme ça et pas autrement. Souvent, quand je vais faire des préconisations, il y a quelqu'un dans l'équipe qui va dire « Mais oui, mais ça, je l'avais déjà dit. » Pourquoi moi on m'écoute? Parce que justement, je suis consultant, j'interviens à un moment donné pour résoudre une problématique donnée et dans un contexte où tout le monde est focalisé pour m'écouter et ouvert d'esprit à la résolution de cette thématique. Le salarié qui dit « Oui, moi j'ai déjà dit au patron, le patron m'a pas écouté », c'est l'effet tunnel. C'est que pendant un certain temps, le patron il était focalisé sur autre chose. Tu lui as dit il faudrait faire ça, il fait ouais ouais. En plus, il y a autre chose, c'est que la posture du consultant, on me paye pour donner mon avis. Donc si on me paye, on m'écoute. Si on ne m'écoute pas, je suis payé quand même, donc je m'en fous. Mais du coup, les gens, ils ont tendance à m'écouter. Le salarié, on le paye pour exécuter des tâches, pas pour donner son avis. Donc s'il donne son avis, c'est une question de discipline pour l'écouter, c'est une question d'autodiscipline, et puis on l'a pas forcément sur le coup, voilà. Donc ça c'est typique. Donc oui, on peut tout à fait entreprendre dans un domaine où on n'est pas, si on a cette posture-là, cette posture de consultant, c'est-à-dire la personne qui est extérieure à un domaine, qui a une compétence et qui apporte cette compétence à un autre secteur d'activité. Vous pouvez tout à fait intervenir si vous avez cette posture de consultant. Après, il y a la posture de l'expert, c'est-à-dire parce que j'ai des compétences dans un domaine d'activité précis, je vais me permettre de donner des conseils dans ce secteur d'activité. Moi, j'ai cette posture-là dans d'autres types de projets. C'est quand j'interviens en tant que chef de projet, en tant que directeur de projet ou en tant que consultant, mais en gestion de projet logiciel. Oui, je sais, là j'ai des compétences, j'en ai développé plein. Dans ce domaine-là, j'ai une posture d'expert et cette expertise, vous ne pouvez l'avoir que si vous avez beaucoup d'expérience dans un domaine. Moi, il y a quelque chose qui me gêne, c'est tous ces gens
qui se positionne avec la posture de l'expert sans avoir de vraie expérience. Et ça, vous en avez plein Internet, des gens qui montent des chaînes, qui donnent leur avis sur plein de choses, etc. Ils disent il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça. Mais ils n'ont pas de réelle expertise. Ils recopient juste des informations qu'ils ont, ils les digèrent et ils les ressortent, mais sans avoir d'expérience. Donc, sachez identifier quand vous êtes dans cette posture d'expert, parce que oui, vous avez une expérience dans un domaine et vous pouvez dire je sais de quoi je parle. Et quand vous avez cette posture plus consultant, c'est-à-dire j'apporte un avis extérieur sur un domaine dans lequel je n'ai pas d'expertise, mais parce que je suis quelqu'un d'intelligent, je suis quelqu'un qui a ses compétences, je suis quelqu'un qui apporte un regard extérieur à ce secteur d'activité, oui, j'ai quand même quelque chose d'intéressant à dire. Et je peux gagner ma vie comme ça. Voilà. Donc ça, c'est un premier élément de réponse. Je rebondis sur la suite de la question qui est est-ce qu'on peut s'associer, s'appuyer sur l'expertise d'autres avec qui on serait en collaboration ? Bah oui. Et ça, en fait, c'est ce que font mes associés avec moi. Moi, mon domaine d'activité, c'est effectivement de développer des logiciels. Souvent, j'ai participé à des projets simplement comme exécutant. Je me disais, voilà, il faut faire ça, je fais ça. Mais depuis quelques années, même depuis 11 ans, la première fois, c'était il y a 11 ans, depuis 11 ans, parfois, j'interviens non pas comme simple prestataire, mais comme associé. Là, en l'occurrence, c'est plutôt mes associés. Ils veulent développer quelque chose, ils ont un projet de logiciel, ils ont souvent leur expertise dans le métier pour lequel ils veulent développer une application. Par contre, ils n'ont pas du tout l'expertise pour développer une application. Et dans ce cas-là, qu'est-ce qu'ils font ? Ils font appel à quelqu'un comme moi, on s'associe, on lance le projet. Comment cadrer correctement cette collaboration ? Le mieux, effectivement, vous pouvez vous associer tout de suite. Moi, ce que je fais, je trouve que c'est pas mal. C'est l'expérience qui a donné à ça. La première fois qu'on s'est associé avec un associé, on l'a fait tout de suite. Moi, j'aime bien aujourd'hui avoir cette posture où d'abord, j'interviens comme prestataire. Donc d'abord, on me paye pour donner mon avis. On établit une relation de confiance avec le client. Et après, éventuellement, je mets des ronds dans la boîte pour m'associer. Ça marche que quand, on va dire, vous êtes entre gens bien installés et qu'il y a un peu d'argent. Si c'est vraiment des projets qui partent de zéro entre gens qui sont débutants, toi tu sors de l'école, l'autre aussi, lui il a fait école de commerce, toi tu as fait une école technique par exemple et vous avez un nouveau produit. Oui, là, c'est d'autres méthodes. On va plus être dans un fonctionnement type start-up où vous allez d'abord vouloir faire un petit produit, vous associer donc d'abord, et ensuite aller lever des fonds pour continuer le développement de votre outil. Pour être plus précis, il faudrait que je sache de quel secteur d'activité on parle. Quand tu es dans un domaine que tu ne comprends pas, tu as deux solutions. Tu as cette extrémité de l'échelle, tu as une idée novatrice, et vraiment tu apportes quelque chose de nouveau, ou alors tu es là, c'est-à-dire à l'autre extrémité de l'échelle, tu apportes quelque chose à côté de la plaque. En fait, tu as une idée, cette idée s'adresse à un secteur que tu ne connais pas. En fait, tout le monde a déjà eu cette idée, mais personne ne l'applique parce que c'est nul. Voilà. Où est-ce que tu es ? Tu es sûrement quelque part entre les deux. Tu ne sais pas où. Donc l'idée, c'est de développer un produit ou un service qui va te permettre de trancher, de voir si tu es près de la vérité ou pas, et de le proposer à des gens. Trouve le petit truc minimal qui te permet d'étudier cette problématique sans forcément que ce soit un produit très 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 calé. L'idée, c'est vraiment, d'ailleurs c'est un peu ce que je fais ici avec cette chaîne YouTube. J'allume la caméra, je dis des trucs. J'ai pas un produit packagé, j'ai pas une vidéo bien précise. J'ai eu cette idée, tiens, posez-moi vos questions. Ça a l'air de mordre. Il y a des gens qui me posent des questions. J'apprécie d'y répondre, donc j'y consacre du temps, j'y consacre de l'énergie. J'ai pas de modèle économique. Peut-être un jour il y aura des pubs, j'en sais rien. En tout cas, je teste. Donc testez avec un truc qui vous demande peu d'investissement, un investissement où vous vous dites je peux perdre ça. Et pour moi, c'est la meilleure manière d'attaquer un domaine que tu ne maîtrises pas. Et là, tu vas vite voir si tu t'orientes plutôt du côté où oui, il y a quelque chose à faire, ça mord, et donc il faut creuser. Du côté où non, en fait, tu es complètement à côté de la plaque. Si tu es complètement à côté de la plaque, tu auras testé. Tu ne regretteras pas de t'être posé la question pendant des années, tu auras testé, tu te seras planté, tu feras autre chose. Et ça ne trottera plus dans ta tête. Question subsidiaire, si c'est possible, quelle méthode d'approche pourrait-on envisager ?
prendre contact avec des experts du domaine en question, participer à des salons, conventions liés au domaine d'expertise. Oui, tout à fait. Prendre contact avec des experts, participer à des salons, poser des questions idiotes, clairement, oui. C'est pas ce que tu dis, mais c'est ce que moi j'ai dit. Ou pire, ne pas se la faire shipper. Ah, ça c'est super intéressant. Tout le monde a peur de se faire shipper les idées. Ok, ton idée est géniale, admettons. C'est pas l'idée qui fait qu'un projet réussisse, c'est le travail. Tu n'es pas un génie absolu, tu n'es pas l'Einstein de l'entrepreneuriat, a priori. Ton idée, il y a probablement au moins 10 autres personnes qui l'ont en même temps que toi. Et ça, je vous le dis d'expérience. Une fois, on a développé un outil pour un secteur d'activité. On s'est rendu compte en le vendant qu'il y en avait 4 autres qui sortaient en même temps, avec des modèles économiques différents, et on s'est fait déglinguer. C'était ma première vraie expérience entrepreneuriale. On s'est fait déglinguer sur le marché. Voilà. Donc l'idée, il y a déjà 10 personnes qui l'ont. Il faut que tu prennes de l'avance. Tu prends de l'avance en parlant et en agrégeant des gens autour de ton idée. La plupart des gens, ils n'ont pas le temps de développer ton idée. Par contre, ils ont peut-être un petit billet à mettre dedans. Si vraiment ton idée est intéressante, ils vont peut-être mettre un billet dedans et t'aider à accélérer. Parce qu'ils seront intéressés. Donc trouve ta cible. Éventuellement, associe-toi avec un expert qui serait un de tes clients. Et il sera d'autant plus client que si tu vas le voir, qui t'aide à le développer et que derrière, ton truc lui sert, et si encore avec un peu de chance, il est associé de ta boîte, bah oui, évidemment qu'il sera client. Après, attention, un client, ça suffit pas. Après, il faut vraiment tester le marché de manière plus large. Mais déjà, oui, c'est une bonne approche. Donc, une idée, ça vaut rien. Ne protégez pas vos idées. Ça sert à rien. Ça sert à rien. Le mieux, moi des idées, j'en donne tout le temps. Parce que j'ai pas le temps. Donc, tiens, est-ce qu'il faudrait faire ça? Je crois pas que quelqu'un ait beaucoup rebondi. Mais non. Les idées, ça ne vaut rien. Ce qui vaut, c'est ce que vous faites. C'est la réalisation. Et pour réaliser, il faut travailler, il faut avancer. Il ne faut pas rester dans son coin. Il faut agréger des gens autour de ton projet. Très important.